Bonsoir et bienvenue dans Investigation. C'est le pays du football, de la samba, de la bossa nova, du métissage et des plages de sable fin. Ce soir, direction le Brésil, qui vit en ce moment au rythme du carnaval. À 1 an de la Coupe du Monde de football et à 3 ans des Jeux Olympiques, le pays veut relever le défi, accélérer sa mutation et notamment tenter de résoudre ses problèmes d'insécurité. À Rio de Janeiro, les favelas font partie du décor. Environ 1 million de personnes sur les 6 que compte la ville vivent dans des bidonvilles. Les favelas de Rio, tout un mythe, mais aussi une réalité. Violence, trafic, c'est le quotidien des habitants de ces zones de non-droit. Très longtemps, la réponse des autorités a été celle d'une police agressive. Son efficacité était mesurée au nombre de truands abattus. Aujourd'hui, une autre politique est tentée autour de l'unité de police pacificatrice UPP. Son rôle, créer du lien avec la population, mettre en place des structures sportives, de loisirs, une alternative sociale qui réconcilie police et habitants. Au cours des 20 dernières années, les bidonvilles de Rio de Janeiro étaient aux mains des trafiquants de drogue qui avaient droit de vie et de mort sur ses habitants. La police n'intervenait que lors de rares expéditions à l'intérieur des bidonvilles, ce qui ne faisait que semer la panique et faire des victimes innocentes. Nous sommes aux mains des flics et des dealers. Nous sommes dans la rue. S'il y a un conflit armé, il peut arriver que quelqu'un meure. Les choses ont commencé à changer avec la création de la première UPP, Unité de police de pacification, au bidonville d'Emarta. Le projet fut étendu à d'autres bidonvilles de la ville. 2 ans plus tard, des doutes subsistent. La nouvelle police va-t-elle rester? Les choses vont-elles changer? J'étais dans l'armée. Avant ça, j'étais boy scout. J'ai appris la discipline et voulu devenir flic. J'ai passé le test et me voilà prêt à tout. Plus bas, voilà. Regarde l'obstacle en dessous. Contrôle-le. Maintenant avance. Ne pas perdre le contact physique. La nuit, ce sera très important. Maintenant, on se focalise sur la façon dont se conduit la police. Notre relation avec la population est différente. Ce boulot vous rend polyvalent. À un moment, vous êtes là, vous entraînez avec des balles réelles. À un autre moment, vous étudiez le droit. Les droits de l'homme, c'est protéger seulement les méchants? Oui. Quoi? Oui. Non, il faut vraiment y croire. Oui, oui. Levez la main si vous n'êtes pas d'accord. Vas-y, Wallace. Les droits de l'homme sont faits pour protéger tout le monde. Mais les méchants, eux, paraissent plus protégés parce qu'ils en ont plus besoin. Parfait. C'est l'impression que j'ai. Lorsque des groupes sont vulnérables, les droits de l'homme interviennent. Notre objectif ici est de déplacer la patrouille au milieu des immeubles. Notre scénario est le suivant. C'est un environnement hostile. Nous pouvons nous retrouver en situation de conflit à tout moment. Vu de l'extérieur, l'institution paraît complètement différente. Une police hostile, vous connaissez? Maintenant, nous sommes à l'intérieur. Nous pouvons changer les choses. La police peut faire partie de la communauté. Plus vite, plus vite! Là-bas!
À la réunion d'aujourd'hui, nous parlerons des unités qui seront concernées par la première phase de la prochaine occupation de bidonville. Vous vous ferez une idée de ce en quoi consistera votre boulot. L'unité de choc et le BOP entreront simultanément. Il y a 8 points d'entrée. Nos équipes couvriront toute cette zone. On aura environ 100 hommes sur cette opération. Ce à quoi vous assistez n'est pas une occupation militaire. Notre mission est de débarrasser ce quartier des dealers armés. Nous pourrons ainsi créer un environnement sûr pour nous assurer que le travail qui doit être fait soit fait, afin que la communauté reçoive ce dont elle a besoin. C'est notre boulot. Notre expérience nous prouve que nous sommes sur le bon chemin. Nous faisons du bon travail. Ça ne sera pas parfait, mais ce sera mieux. On s'est acheté cette maison. Il y a cette partie-ci et cette partie-là. Cette maison était déjà là. Et il y en a une autre là-haut. On pense l'agrandir et construire la chambre de notre bébé. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avions déjà des enfants. Mon fils et le sien s'appellent tous les deux Lucas. Je n'avais rien, elle non plus. J'habitais chez mes parents. J'ai toujours voulu entrer dans la police. Alors je lui ai dit, je vais être policier. Elle a dit, alors je ne veux pas être ta petite amie. Mais elle est restée, elle m'a beaucoup aidé. J'y suis arrivé, je suis entré dans la police et j'ai réalisé mon rêve d'avoir mon propre chez moi. Maintenant, je veux rénover l'endroit pour offrir le meilleur à ma famille. Les gens disent que chaque policier prie Saint-Georges. Mais avant de rejoindre la police, j'étais déjà croyant. J'avais mes t-shirts, mes icônes et ma foi. Donc je m'y voyais déjà en quelque sorte. Cette histoire ressemblait à la mienne. Être courageux, aller chercher ce dont on a envie. J'avais 2 enfants, mais j'en ai perdu un quand j'avais 19 ans. Alors maintenant, il est tout pour moi. Lui et mon petit-fils aussi. Il a toujours été un bon garçon. Il a toujours bien travaillé à l'école. Il a toujours travaillé dur pour avoir tout ce qu'il désirait. Depuis petit, il voulait devenir flic. Mais je pensais qu'en grandissant, en devenant adulte, il allait oublier. Mais ça n'a fait que s'accentuer. Je regarde les infos, je lis les journaux et je me mets à avoir peur. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour lui et mon petit-fils. Vous voyez? C'est mon diamant. Voici tout ce que j'ai d'Haïti. Là-bas, nous avons pacifié le bidonville Belle. Il a fallu 2 mois de dur labeur. 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. On a consacré nos jours de congé à travailler à la base. On avait le même pouvoir que la police. Ça, c'était l'approche d'un suspect. Il était militaire, mais il n'est pas mort. Attendez tous les deux. Main derrière la tête. Toi aussi en rouge, les mains derrière la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Main contre le mur. Agent, parlez sans ôter la main de votre arme. C'est juste parce que je suis noir.
Mets ta jambe là, l'autre. Il devrait perdre l'équilibre. Ne le torture pas, juste qu'il faut. Les mains fermes. L'UPP a été mise en place pour mettre un terme au contrôle armé sur certaines zones. Notre objectif n'est pas de nous débarrasser de la drogue, car elle est partout. C'est que nous ne pouvons pas accepter que les citoyens soient otages de cette situation. Nous ne pouvons pas accepter que l'État n'ait pas accès à ces gens, ou que le secteur privé ne puisse investir dans ces zones. Lorsque nous libérerons ces gens de leur captivité, nous devrons apporter des infrastructures pour réussir. Nous avons choisi 40 zones sur les 100 les plus difficiles. Nous allons quitter la zone sud par Botafogo, nous allons passer par les montagnes Tijuca et nous diriger vers le nord. Les bidonvilles de Babylonia et Mangueira commencent à apprendre à vivre sans peur. Ils n'ont plus à demander la permission aux dealers. Les commerces se développent, en particulier dans le tourisme, grâce à l'une des plus belles vues de Rio de Janeiro. Comme nous avons ces policiers dès leur sortie de l'académie et que nous ajoutons l'engagement dans la communauté à leur cursus, nous pouvons améliorer notre efficacité. Comme ils passent directement de l'académie aux UPP, ces policiers ne connaissent pas d'autre manière de travailler. Ils se concentrent uniquement sur l'unité de police de pacification. J'ai participé à des centaines d'opérations. Ici aussi, mais il n'y avait pas de vraie différence. Le bon travail de la police a été mesuré par le nombre de morts. On a travaillé sur ces lieux pendant 20 ans. On avait des sociologues et des généraux pour diriger le service. Mais devinez quoi? Ça a été toujours à chaque fois la même chose. Il y a plein de gens qui pensent que la violence résoudra les problèmes. Mais ça a déjà été fait par le passé et ça n'a jamais marché. À Rio de Janeiro, il y a eu beaucoup de confusion entre les droits de l'homme et les forces de l'ordre. Comme si les deux ne pouvaient pas coexister. Vous vivez une nouvelle époque, une nouvelle philosophie, une nouvelle manière pour la police de faire son travail à Rio de Janeiro. Alors que je rejoignais la police militaire de Rio de Janeiro, j'ai promis d'obéir strictement aux ordres de mes supérieurs. Et de me consacrer entièrement à servir mon pays. Fût-ce au péril de ma vie.
Agents de la police militaire, attention! Marche! Favela de ti não esquecerei, pois foi lá na favela que eu me criei. Se algum dia eu tiver de falecer, quero que Deus me ajude. Na favela eu hei de morrer. 6 letras. Esta aqui é a favela, a planta que deu origem ao nosso... Le nom des bidonvilles de Rio vient de cette plante. da Guerra dos Canudos. Ao chegar aqui, Pendant la guerre des Canudos, quand les gens sont arrivés ici, ils ont trouvé cette plante que tient Eli Velton. En fait, cette plante, la favela, est originaire du nord-est du Brésil. C'est la raison pour laquelle l'endroit s'appelle favela. Le bidonville Morro de Providencia était la première favela à Rio de Janeiro. Il faut travailler en douceur, alors restons groupés. Fais voir. Bon, restez détendus et faites de belles photos. On peut exprimer beaucoup de choses avec une simple photo. On peut exprimer plusieurs choses avec un seul cliché. J'aime toujours en faire. Et maintenant que Mauricio nous donne des cours, nous allons progresser. Des questions, les gars? Il faut être fort pour obtenir ce qu'on veut de la vie. Moi, par exemple, je choisis les bons côtés de la vie. Je m'amuse alors que certains de mes amis sont morts ou en prison. Dans tous les bidonvilles, c'est la police qui use le plus de la violence. Les interventions des BOP ont toujours été agressives. Ça ne s'oublie pas en une nuit. On ne peut pas décréter que les choses vont changer du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Cette UPP est différente des autres unités, tant au niveau géographique que dans son rapport à la criminalité, c'est bien ça? Nous devons faire fonctionner chaque unité de police pacificatrice comme si elle était unique. Nous devons savoir comment le quartier s'est créé, connaître les aspects culturels, le comportement des gens. Quelles sont les attentes de la police? C'est le plus vieux bidonville du Brésil. Est-ce que c'est important pour l'unité de police? Notre responsabilité est d'autant plus grande que ce quartier sera plus critique, du fait de son histoire. Comment la police a-t-elle été accueillie par cette communauté? Ils étaient un peu méfiants, mais je suis parvenu à atteindre certains gamins. Ils sont toujours plus ouverts. Bientôt, nous pourrons toucher le reste de la population locale. Babilônia, Chapéu Mangueira. É o leme. Subindo a ladeira de Barroso. Pra cima. Todo mundo dançando. Quand nous étions petits, c'était un super endroit à vivre. On pouvait jouer où on voulait, courir. On faisait voler des cerfs-volants, tourner des toupies. Ça a été difficile pour moi quand j'ai commencé à dealer. Il y avait beaucoup de bagarres à la maison. Mon père était malade. Pendant une bagarre, j'ai quitté la maison. J'avais même pas d'endroit où aller. On a grandi ensemble. Je fumais et je traînais avec eux. Et en un rien de temps, on a eu des armes. On faisait partie du système. On pourrait toujours y être, mais grâce à Dieu, on en est sorti. Maintenant, on essaie de changer les choses.
La vie de tous les jours était normale. Il y avait la danse du quartier, on vendait notre cam, les flics faisaient leur truc. Quand ils venaient de notre côté, on filait sans tirer pour éviter les problèmes. On allait se cacher dans la forêt. Quand vous devenez criminel, vous avez une arme sur vous et ça devient facile avec les filles. Quelque chose vous arrive. Vous devez gagner de plus en plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez être populaire. Vous en voulez toujours plus, en fait, vous vous enfoncez plus. J'ai eu l'occasion de jouer au foot au Vasco, mais je n'y suis pas allé, parce que je dealais. J'ai eu beaucoup d'opportunités, mais je n'ai rien fait. Maintenant que j'ai 22 ans, je veux profiter d'une vie saine. Je veux faire autant de choses que possible. Au début, il y avait Commando Vermelho. Ensuite, Terceiro a pris le relais. Le dernier gang à reprendre le flambeau a été Ada. Puis les UPP sont venus et sont restés, c'est ça? Maintenant, les UPP dirigent la manœuvre. C'est ici que les ventes se faisaient. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus vieil endroit de deal de tout le bidonville et l'un des plus célèbres de Rio. Quand on se trouvait ici et qu'un groupe de flics arrivait de ce coin en bas, pour une opération, ils commençaient déjà à tirer. Ils montaient la colline en courant. Ils se fichaient qu'il y ait des enfants dehors, ou qu'il y ait des gens sur le trottoir. Ils ont tiré un coup, la balle a ricoché. Un jour, je rentrais de l'école et ce flic du BOP s'est approché de moi. Il a ouvert mon sac à dos et a pointé un fusil sur mon visage. Il m'a traité comme un dealer de drogue, ce que je n'ai jamais été. Il m'a demandé « Tu vends où ?» J'ai répondu que je ne savais pas. Il a dit « Ok, je vais te poser une question. Tu rentres pas de l'école ?» Je lui ai dit que si. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que Superman porte des sous-vêtements par-dessus ses vêtements? J'ai répondu « Je sais pas ». J'ai répondu « Je sais pas ». Il a dit « Tu ne sais pas? Mais tu sais rouler un joint, fumer de l'herbe ?» J'ai dit « Non, j'en ai jamais fumé ». Il a dit « Tu vis dans un bidonville et t'as jamais essayé ?» Non, jamais. Ils font de l'abus de pouvoir. Ce sont des criminels avec un insigne. J'ai perdu un enfant il y a 5 ans au bidonville de Prazeres. La police l'a abattu le 19 octobre. Les flics qui viennent ici maintenant doivent travailler avec les enfants. Ces gamins devraient rentrer de l'école et dire « Il faut que j'ai une activité après l'école. Il faut que j'aille à un cours de capoeira ou à un cours d'art martial. Il faut qu'on fasse bouger ces enfants. On doit les aider à se dépenser. On ne doit pas les laisser penser au crack et à la cocaïne. » On ne peut pas juste se dire que tout ira bien avec une UPP ici. On veut voir du changement au bidonville Providencia. On veut un avenir meilleur. Ma vie est plutôt difficile. J'ai pas rêvé de ça. Ce n'est pas la vie que j'espérais. Il ne comprend pas que tout ce que je le fais par amour. Je dis à Aurelio, je suis ici pour toi jusqu'à ta mort, si tu es bon. Mais je ne serai pas là pour toi si tu prends le mauvais chemin. Avant de te joindre à eux, tu traînes toujours avec ces gars-là. Je leur parlais, mais je disais pas. Je passais devant eux et je leur parlais et on déconnait. Parfois, je demandais un service. C'est comme ça que ça commence. À cette époque, je ne dealais pas. J'ai commencé à dealer parce qu'on ne se parlait pas. Puis j'en ai eu assez. Parfois, en pleine nuit, il n'était pas à la maison. J'allais le chercher. Je demandais aux dealers sur leur lieu de vente. Je ne savais même pas comment m'adresser à eux. Ils rigolaient et me disaient « Ton fils est peut-être à un autre endroit. Il n'est pas le petit ange que tu crois. »
Aujourd'hui, mon fils est une bénédiction dans ma vie. Il a même un boulot à temps partiel dans une agence de sécurité, vous savez. Il faut le voir en costume cravate. Il a l'air si élégant, Dieu merci. Nous sommes un service de livraison. Certains de ces garçons ont eu des problèmes ou sont actuellement au chômage. Comme nous avons besoin de beaucoup de monde, ils sont envoyés ici pour travailler avec nous. Ils ne parlent pas des UPP, mais on comprend quand ils disent « J'habite à Providencia, de Marta, Cantagalo ou Pavozinho ». On voit que ces gamins se démènent pour trouver du boulot. Lui, c'est Blacky, la mascotte du commissariat. Quelqu'un a dit qu'avant il dealait, mais maintenant il est avec nous. On a même repris le chien. C'était vers 3 heures du matin. Il y avait un suspect quelque part près de cette maison en bois. Il a tiré en direction de notre commissariat. Au début, on ne savait pas d'où ça venait, alors on s'est abrité derrière une voiture. Ensuite, j'ai pu monter cette rue. Quand je suis arrivé au palmier là-bas, je l'ai vu courir. Je lui ai tiré dessus une fois. Mais comme j'ai vu les maisons là, j'ai décidé d'arrêter de tirer. Mettez vos mains contre le mur, s'il vous plaît. Mettez vos 2 mains juste là. Écartez vos jambes. Chemise blanche, écarte-toi du gars en chemise noire. Écartez les jambes. C'est une procédure de base, vous savez. On ne peut pas être créatif. Le policier s'approche d'un suspect. Comme j'ai une arme de courte portée, je cherche. S'il n'a rien sur lui, bonne journée, et ils s'en vont. Bonne journée, vous pouvez partir. Attitude suspecte, mouvement étrange, volume au niveau de la taille. C'est le genre de choses qui fait qu'on fouille un citoyen. Certains groupes sont très polis quand ils s'approchent de nous, d'autres non. Il y a des moments où les flics en font trop. Peu importe qui ils sont. Ils sont très agressives. Et même avec des coups de pied. Il faut être dur, avoir une certaine allure. Il faut se faire respecter. Si vous partez gentiment et ne venez pas avec une certaine posture, vous ne pouvez pas prendre les choses en main et contrôler la situation. C'est là que c'est dangereux et que les problèmes arrivent. Quand les UPP ont été créés, je savais comment ça allait se passer. Police venant de la communauté, pour la communauté. Je suis un combattant. J'ai combattu à l'étranger. Je sais comment ça marche. J'aimerais être dans un autre bataillon. Je veux des choses différentes. Je veux le combat. Mais il y a un temps et un lieu pour tout. Et actuellement, ce n'est pas le moment pour ça. Voici mon ami Wallace, également connu sous le nom de Medeiros. Il joue au foot, c'est un bon gars. Il a une famille, une mère, et tous les jours il travaille, il étudie. Voici mon neveu Vinicius, qu'on appelle aussi Little Vinny. Vous voyez? Et voici mon ami Davy, appelé aussi Moustachi, moustache blonde. Et lui, c'est Jefferson, qu'on appelle aussi Che Guevara. Il n'y a plus de trafic, mais il y a un mauvais côté aussi. Ce serait mieux si les dealers étaient toujours là. Ils n'importunaient ni ne frappaient personne. Quand ils vous attrapent tard le soir, ils vous cassent la figure. On n'a jamais rien sur nous, alors on les laisse nous fouiller.
Ils nous font perdre notre temps, mais c'est leur boulot, alors on comprend. Il y en a bien qui veulent frimer et qui veulent nous mettre mal à l'aise, mais bon... Si vous teignez vos cheveux, vous êtes un criminel. Vous ne pouvez pas teindre vos cheveux en blond. Si aujourd'hui on n'a rien et que demain on a des Nike aux pieds, c'est forcément qu'on les a volés. Qu'on les a volés à quelqu'un dans la rue. Ou qu'on a vendu de la drogue pour les acheter. Moi je rêve de vivre en paix, d'être respecté, d'aider ma famille, de vivre une vie meilleure. Je voudrais aider mes amis quand ils en ont besoin. L'important c'est d'être heureux. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Rio de Janeiro a, d'un point de vue politique, une vision des affaires publiques qui est trop réactionnaire en ce qui concerne la culture populaire. On croit à tort qu'elle est liée à la violence, comme si c'était un attribut des habitants des bidonvilles. Cela pourrait mener au fascisme, une dangereuse politique de vigilance vis-à-vis de la vie sociale. Je pense que cette opération vise à préparer la ville à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. Il faut passer d'une priorité à court terme à quelque chose de définitif. Une transformation structurelle radicale. Au bidonville de Santa Marta, certains résidents ont mis en scène une manifestation contre l'excès de contrôle exercé par la police. Ils étaient contre les caméras de surveillance, les murs et ce qu'ils appelaient le bidonville Big Brother. Leur quartier a été transformé en un complexe hautement surveillé. Mettre un terme au trafic et au point de contrôle armé de la population est une amélioration. Mais en même temps, il y a ces règles et ce contrôle excessif qui n'existent pas dans les quartiers aisés de la ville. Personne ne veut être filmé par une caméra. Les crimes ne sont pas commis dans les zones sous surveillance. En fait, ces caméras sont des solutions préventives. Nous devons comprendre que cela se produit au cours d'une période de transition comme Rio n'en a jamais connue. Quand cela se terminera-t-il? Qui décide quand ça se termine? Le défi auquel est confrontée la police est de comprendre que les bidonvilles ont besoin de bien plus que du maintien de l'ordre qu'ils souhaitent apporter. Le capitaine Glauco avait compris que notre aide était nécessaire. Nous avons évalué toutes les propositions qui nous ont été faites. C'est un expert dans le domaine de l'intervention policière. Nous sommes des experts dans le développement de ce quartier. Nous avons plusieurs projets en cours actuellement. L'un de ces projets est le bal des débutantes. Toutes les filles dansent avec des agents de police. Les agents apprécient également cette expérience. Vanda, je suis venue te demander de venir à la prochaine réunion sociale des UPP. Alors on peut commencer à 9 h? Je suis libre comme l'air. Bien. Et comment sont les cours? Tu aimes bien? J'adore. Vraiment? Qu'est-ce que tu as comme cours? Espagnol, anglais, traitement de données, gestion et des matières de lycée aussi. Sylvana retourne également à l'école. J'ai vu Sylvana aujourd'hui, elle portait un kimono. Elle fait du karaté. Du karaté, c'est super. J'ai commencé à travailler il y a un peu plus d'1 an. Le bidonville était encore aux mains des dealers de drogue. J'ai commencé avec 7 gamins. À un moment, on avait 15 inscrits. C'est parti de là. Lorsqu'on a atteint 32 inscrits, on a atteint notre limite. Peu de temps après, les gens ont découvert que j'étais flic. La classe s'est vidée en une journée. Il me restait 5 athlètes, de 32 à 5. Une semaine après l'arrivée des UPP, nous avions 77 inscrits. 120, 140, 150. Aujourd'hui, nous avons 200 athlètes. Et voilà la liste d'attente. Mon objectif principal est de sortir ces gamins de la rue. Je leur parle de leurs notes. Ils ne peuvent s'inscrire que s'ils vont à l'école. On ne peut pas laisser ces gamins devenir des criminels. Quando me convidaram para assumir aqui, eu comecei a pesquisar. Ils nous ont tendu la main pour qu'on fasse partie du processus. Tu as ton portable?
C'est quoi ton numéro? Maintenant, je pense que la seule chose qui manque, c'est que certaines personnes du quartier ne participent pas assez. Je suis content de la première étape des négociations. On arrive à s'entendre. J'avais des idées horribles sur la police. Ils ont tué mon fils. Je ne pouvais même pas m'approcher d'un agent de police. Mais ce sont aussi des êtres humains. Ce sont des hommes, ils ont des familles. La mère d'un dealer et celle d'un flic partagent la même douleur. Le fait qu'un soit pourri ne signifie pas qu'ils le soient tous. Il y a toujours des bons et des mauvais gars, mais certaines personnes font la différence. Captain Glauco fait partie des bons et il apporte une différence ici. Hier, je suis parti à 11h du soir. En général, je travaille 12 heures par jour. Ça en vaut la peine. Principalement pour démontrer qu'il y a des gens bien dans la police. Il y a eu cette interruption pendant longtemps et maintenant il est temps que ça change. Je dois faire gaffe à mon maquillage. Qui est la plus belle? Qui a le pouvoir? Qui est la reine de la fête? Qui sont les princesses? Je ne pensais pas que c'était sérieux. Je pensais que c'était idiot. J'ai inscrit mon nom là et puis j'ai commencé à venir aux répétitions. Quand ils m'ont appelé, j'en ai même pleuré. Je suis très heureux de voir ma fille ici, c'était son rêve. Son rêve est devenu réalité. Je ne pouvais pas me le permettre. Je n'oublierai jamais. Je parlerai de ce jour à mes enfants et à mes petits-enfants. Le bidonville de Chapeu Mangueira. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde. Pour rien au monde, je quitterai ce bidonville. On a grandi ici, exactement comme ces gamins, vous voyez? J'ai quitté mon boulot parce que... Faut vraiment que je le dise devant la caméra? C'était pas ce que je voulais. Je voulais rester jusqu'à la fin de l'année. C'est un revenu fixe, j'avais un contrat, c'était déclaré. Mais malheureusement, j'ai pas pu rester là-bas. J'ai fini par rater des jours que j'aurais pas dû rater, j'ai dû en payer le prix. On va voir Aurelio. Bonjour madame. Il est là, Aurelio? Il est là. Voici João, mon neveu. C'est pour lui que j'ai laissé cette vie derrière moi. Est-ce que vous faisiez partie des gars de Tabajaras? Je vivais là, je vendais là. J'ai une histoire. Il vivait là et il dealait là. Maintenant, il va à une fête. C'est complètement différent maintenant. Il prend du bon temps. On va à la fête. Tu viens avec nous? Lorsqu'ils nous ont demandé d'organiser une soirée funk, on leur a dit que c'était à eux de jouer. Ça nous a rapprochés des gens du quartier.
À partir de ce jour-là, on a pu communiquer. Ils ont apporté des idées de projets dont ils avaient besoin dans le quartier. C'était une bonne chose. On doit faire notre part du travail, si on veut que la fête se passe bien, non? Le capitaine apporte sa contribution, mais si quelque chose se passe mal, c'est lui qui répondra aux questions. Il est normal que nous, qui avons voté pour que cette fête ait lieu, nous assurions que tout se passe bien. C'est notre espoir, que notre voix soit entendue. Pas seulement pour le funk, pour d'autres choses aussi. Les bidonvilles ont besoin de compréhension, il faut comprendre le caractère informel et comment ça marche. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut faire les bons choix. La police ne peut pas faire ça pour nous. Ce sont les gens du quartier qui doivent être aux commandes, unis, organisés. Les bidonvilles doivent s'unir, c'est leur force. Je les visite sans préjugés ni rancune. Les étrangers peuvent venir écouter du son dans un bidonville de Rio. Voilà pourquoi je fais partie de la favela et pour toujours. Je me souviens combien les services de police ont résisté au début. Vous, messieurs, aviez été clairs. Vous ne vouliez pas de ce projet. Vous n'étiez pas habitués à cette manière de faire, vous pensiez que ça ne marcherait pas. Il était clair que vous doutiez de vos propres capacités. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour fêter ça, pour vous remercier du fond du cœur. Nous voulons que vous vous souveniez aussi. Il y a plusieurs choses à retenir de ce projet. Ou pas. Ou pas. C'est génial! Ça fait 3 mois et demi. Je pensais que les habitants du quartier mettraient plus de temps à collaborer avec nous. Comment ça va? Ils ont fêté mon anniversaire. Je n'arrivais pas à y croire. Les gens du quartier se chargent des projets et des initiatives. Ils se les approprient. Il y a déjà des gens qui prennent en charge certains projets. Ils nous aident. Je pense que cette réunion amène des discussions au sein de la communauté. C'est un espace ouvert. Vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur. Les autres gouvernements n'ont pas apporté cette interaction entre le gouvernement, le quartier et le secteur privé. C'est le début d'une nouvelle relation entre la Light Company et Providencia. Je pense que nous sommes les témoins d'un moment très particulier. Fini les armes, le trafic a perdu le pouvoir qu'il avait sur le bidonville. Maintenant, l'État doit combler ce vide. Comment la communauté va-t-elle y contribuer? Quels résultats allons-nous obtenir? On ne peut pas trouver une solution en une semaine, un mois ou un an. La ville change grâce aux efforts de maintien de l'ordre. Nous avons établi que la paix était un concept réalisable. Maintenant, nous devons avancer.
Nous devons consolider cette situation nouvelle et développer ces aspects. Pour cela, le gouvernement, le secteur privé et la population doivent collaborer. Dans plusieurs décennies, quand on étudiera l'histoire de Rio de Janeiro, l'année 2010, l'approche des Jeux Olympiques de 2016 sera considérée comme une époque charnière, mettant fin à nos vieilles habitudes. Une redéfinition de cette société à la fois objectivement et symboliquement. Rio pourrait devenir l'une des sociétés les plus intéressantes du monde. Do que sou, sem medo no olhar, nenhum motivo pra chorar. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je travaille, je peux me regarder dans une glace, j'ai rien à cacher. Quando o verão chegar, sol mais forte aparecerá. Il n'y a pas de combat dans ce boulot. Le travail ici est principalement social. J'ai dû m'adapter. Je ne me suis pas adapté à 100%, je dirais 50%. Viver é preciso viver, por isso vem, não pare de sonhar, com Deus no coração. Sonhar é mais que realidade. Ils m'ont coincé avec de l'herbe. Voilà pourquoi je suis ici. À cause de flics malhonnêtes qui pensaient que j'étais un dealer. Vous savez, je suis plus là-dedans. J'ai atterri ici, mais... Je vais être puni pendant presque 2 ans à cause de 19 sacs d'herbe. Je ne vais pas voir mon fils pendant un certain temps. Il est ce que j'ai de plus cher. Mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est la vie. Por isso vem, contigo eu sou mais eu. Preciso de você, pra sempre, sempre ao meu lado. Quando o verão chegar, eu quero transformar tudo em amor. Um mundo bem melhor pro meu filhinho. Autre face cachée de Rio de Janeiro, la décharge de Gramacho, qui pendant 34 ans a été la plus grande d'Amérique du Sud. Une montagne de déchets de 60 mètres de haut sur 130 hectares. Une rotation de 900 camions pour 9000 tonnes d'ordures déversées chaque jour au plus fort de son activité. Un site devenu très pollué qui a dû fermer en juin dernier, mais qui aura fait vivre 2 générations de chiffonniers. Ils récupéraient et triaient papier, métaux, plastique pour vivre. Certains habitaient même au bord de la décharge. Un monde clos de misère à peine imaginable.
voir. Voici la décharge à ciel ouvert du Jardim Gramacho, la plus grande d'Amérique latine. C'est ici que l'on retrouve la majorité des déchets produits à Rio de Janeiro. Autrement dit, toutes les poubelles de Rio finissent ici. Hey, tout va bien? Mes parents ont travaillé ici. Et moi, je suis l'aîné de 9 enfants. Et comme mon père est décédé, la responsabilité de l'éducation de mes frères et sœurs nous est revenue, à ma mère et à moi. Quand je suis arrivée ici, j'avais dans les 19 ans. Et j'y suis restée jusqu'à aujourd'hui. Parce que mon mari est tombé malade, ma mère est tombée malade, mes 2 plus jeunes garçons aussi. Ils avaient des difficultés à respirer. Alors une de mes amies m'a dit « Hey Zuleidi, écoute, pourquoi tu ne vas pas à la décharge ?» Et j'ai répondu « Comment ça? Quelle décharge ?» Elle m'a dit « Tu pourras ramasser des bouteilles en plastique là-bas. » Alors je suis venue. À l'époque, quand je suis arrivée, j'étais plus jeune et plus jolie. J'avais de beaux habits. Comme ma mère venait de mourir et qu'on n'avait pas de travail, alors on a finalement atterri ici. On s'est mis à trier les déchets. Au début, j'étais avec mon frère, mais aujourd'hui, il est parti et moi, je suis restée. Je suis restée ici parce que je pouvais travailler et aller voir ma famille à l'hôpital. Ça me permettait de rentrer à la maison le lendemain matin. J'envoyais les enfants à l'école et je revenais ici. Un jour, leur état a empiré. Et j'ai dû emmener mon mari plusieurs fois chez le docteur, jusqu'à ce qu'il décède. Après, ma mère est morte et je suis restée seule avec mes 2 enfants malades. Quand j'ai vu cette montagne d'ordures la première fois, j'ai eu peur. Je pleurais tout le temps en me répétant « Je ne reste pas ici, c'est pas une vie pour moi, je refuse, je m'en vais ». Mon ami m'a dit « Non Zuleidi, calme-toi, tu vas t'y habituer ». Et attention avec le tractopelle! Dès l'ouverture de la décharge, les collecteurs sont arrivés sur le site. Plus la décharge grossissait, et plus le nombre des collecteurs augmentait. Depuis l'année 1978 jusqu'à janvier 96, on a eu jusqu'à 6000 collecteurs dans la décharge. Depuis 1996, on s'est attaché à réguler leur nombre pour que la situation reste contrôlable. Ce qui fait que maintenant, on travaille avec 1300 personnes par jour. Oh, regardez ça! Regardez ça! Jetez un œil là-dessus. Ça a beaucoup de valeur. Je peux le vendre, ça. Regardez. C'est génial. Ça a de la valeur, je peux en tirer de l'argent. Il y a des acheteurs pour ça. Je vais le vendre facilement. C'est parfait. Notre travail consiste à faire le tri. On récupère tout ce qui est recyclable, puis on le donne à un intermédiaire, et lui, il l'expédie ailleurs. Chaque collecteur a ses petites préférences. Personnellement, j'aime ramasser le papier, parce que c'est plus facile à revendre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ce sont des archives. Les archives, c'est le surnom qu'on donne aux documents de bureau. On remplit un grand sac avec 5 barils comme celui-là. Exactement, il faut en remplir 5 comme ça pour en remplir un grand. Il y a 200 kilos de papier à peu près là-dedans. 200, peut-être 180 kilos, minimum. Comme je dis toujours, heureusement pour les pauvres que les riches existent. Parce que s'ils n'existaient pas, on ne trouverait pas tout ce qu'on ramasse ici. Personne ne jetterait de verre ni de bouteilles. Car ils seraient pauvres eux aussi, et ils en auraient besoin. Alors, s'il te plaît, Seigneur, aide les riches pour qu'ils jettent beaucoup de choses à la poubelle, qu'on puisse les ramasser. Ici, on trouve de tout. Des déchets sans valeur et des trésors.
Malheureusement, moi, je n'ai jamais trouvé de trésor. Mais je sais qu'il y en a là-dessus. Rentrez à la maison, maman vous appelle. Hé, Andresa, aide Vera à retrouver son badge. Dépêche-toi, Andresa. Retrouve son badge, vite. Maman. Quoi? Il y a quelqu'un qui t'appelle. Appelle ta grand-mère, Carole. Maman. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Le badge a disparu. Mais non. Il est dans le placard, j'en suis sûre. Tu l'as rangé? Toi, ton problème, c'est que tu perds tout. Et après, c'est moi qui dois chercher. C'est elle qui l'a dit, pas moi. Maman! Maman! Je suis venue ici avec mes 5 enfants quand mon mari, qui est son beau-père, a été renvoyé de la société dans laquelle il travaillait. C'était quasiment impossible de retrouver du boulot à ce moment-là. Mais j'avais une collègue qui travaillait déjà ici. Mes enfants avaient faim, alors ma collègue m'a amenée ici et je ne suis plus jamais repartie. Et j'ai élevé mes enfants et je les ai envoyés à l'école. Certains ont bien suivi des cours et pour ceux qui refusaient d'apprendre, j'ai rien pu faire. Elle, c'est son cas. Son frère n'habite pas ici. Il vit à la décharge. J'en ai un autre qui habite dans cette cabane. Et un autre garçon qui vit un peu plus loin. Il a 3 enfants. Et il élève en plus sa belle-fille. Celui qui habite à la décharge a 4 enfants à élever. Plus 3 belles-filles. Tout le monde vit grâce à la décharge. Et j'ai toujours vécu comme ça. Aujourd'hui, je ne peux plus aller collecter sur la décharge parce que j'ai de l'anémie. Mon mari ne le permet pas. Du coup, c'est lui qui est forcé d'aller là-haut à ma place. Il a des problèmes de vision, il est aveugle d'un œil. Mais il y va quand même. Il monte sur la décharge et il remplit un sac ou un sac et demi. Et comme on n'est que tous les deux, ça nous suffit pour vivre. Je fais la cuisine dehors parce qu'on n'a pas beaucoup de gaz. Mon mari est malade, alors pour faire des économies, je cuis les haricots ici. C'est délicieux des haricots cuits sur un feu de bois. Quand mon mari trouve de la viande au milieu des déchets, je la mange. Ça me gêne pas de le dire, je la mange. Je regarde si elle est surgelée, si elle a l'air bonne, et je la mange. J'ai pas d'argent pour en acheter, alors je mange ce qu'on trouve là-haut. C'est propre. Des pommes de terre, des légumes, je prends tout ce qu'on trouve. J'avais tellement de rêves. Vivre dans une maison avec mes enfants autour de moi, avoir une meilleure situation, pouvoir gâter ma famille. J'ai jamais réussi à le faire. Et tout ce que j'ai pas eu, je vois mes enfants qui ne l'ont pas non plus. Et ça, c'est très dur. Les difficultés que j'ai eues, c'était supportable parce que je n'ai eu que 5 enfants. Elle, c'est pire, parce qu'elle en a 12. Va jouer ailleurs, Victoria. Tu vas tout casser. Allez, viens. Ah, moi, je rêvais de faire médecine. Mais j'étais pas assez intelligente pour ce genre d'études. Je suis allée à l'école, mais je suis pas allée plus loin que le primaire. Parce que j'allais là-bas juste pour jouer et manger. J'allais surtout en classe pour jouer avec mes copines. Je faisais pas attention à ce que l'institutrice essayait de nous apprendre. Alors aujourd'hui, j'ai la vie que je mérite, c'est tout. Viens là, Esther. Celui-là, c'est Pablo, il a 5 ans. Là, vous avez Marjorie qui a 3 ans. À côté, Marcel, 9 ans. Carole, approche. Vas-y, maman t'appelle. Viens, Carole. T'entends pas maman qui t'appelle? Celle-là, c'est Anna Carolina. Elle a 10 ans. Celle-ci a 15 ans et elle s'appelle Andresa. Il y a Anderson qui dort à l'intérieur. Il a 20 ans. Il y a aussi Wellison, 16 ans. Et France, 17 ans. N'oublie pas O'Neill. Et Wellington, il a 13 ans.
Et bien sûr, celui-ci qui devrait plus tarder. C'est un garçon. J'ai 7 filles et 5 garçons. C'est Vera et Anderson qui travaillent pour nourrir la famille. Ça fait 4 mois qu'elle a commencé à travailler. Elle m'a remplacée quand leur père m'a interdit d'y retourner. Le vigile a refusé de me laisser entrer. Du coup, elle est venue et elle m'a dit « Reste là, je vais y aller pour t'aider. » Pleure pas, maman, c'est la vie. Je sais. Ce n'est pas ce dont je rêvais pour mes enfants. J'aurais voulu qu'ils aient une meilleure vie. J'espère que ce sera mieux pour mes petits-enfants. Je voudrais leur offrir mieux, mais j'y arrive pas. Et leur mère non plus. Tout ce qu'on peut réussir à leur donner se trouve ici. Et on ne peut que remercier Dieu d'avoir de quoi manger. Assez pour nourrir nos enfants et nos petits-enfants. J'ai chargé et déchargé des cargaisons. J'ai travaillé dans une station-service. Mais je me suis fait virer et comme je n'avais pas d'autre choix, je suis revenu ici. J'ai pas fait d'études. J'avais pas le temps. Je suis restée jusqu'en 4e. J'avais besoin de travailler alors j'avais pas le temps d'étudier. J'y suis retournée l'année dernière, mais avec les horaires, c'était compliqué de suivre les cours et de travailler à la décharge en même temps. J'ai dû laisser tomber. Je suis allé à un entretien pour un travail. Et quand j'ai dit que je recyclais des déchets à la décharge, la psy a dit « Oh, vraiment? Et ça consiste en quoi ?» Et moi j'ai répondu « Facile, madame. Je dois tout simplement trier tout ce qui est recyclable. L'aluminium, le métal, le papier ou le plastique. » Elle a dit « C'est très bien, Celso. Attends que l'on te téléphone. » J'attends toujours son coup de fil. Depuis le premier jour, on entend des rumeurs sur la fermeture de la décharge. Mais il s'est écoulé 2, 4, 10 ans et il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, les autorités réalisent qu'elles n'ont pas le choix. Ce que l'on sait, c'est qu'elle ne peut pas supporter plus de poids. À cause du volume de déchets que l'on déverse ici chaque jour, le sol s'affaisse. Ils ont même installé une machine ici, qui pouvait voir ce qu'il y avait au fond. Un type nous a dit, un ingénieur, je m'y connais pas trop dans ces trucs-là, mais on apprend au fil du temps. Donc, l'ingénieur a expliqué qu'ils avaient une micro-caméra dans le fond, et selon lui, au fond, c'est comme de la purée. Et plus les poubelles se déversent chaque jour, plus les déchets se mêlent à la terre. Et au final, cette purée coule et atterrit dans la baie. Quand je pense à l'avenir, j'ai envie de pleurer. J'ai passé toute ma vie à travailler ici. Ici, dans cette décharge. Alors, déménager du jour au lendemain pour aller là où on n'aura pas le droit de travailler. J'ai 36 ans, mais il y a beaucoup de monde, surtout des femmes qui dépendent de cette décharge. Leur vie dépend de ce qu'elles gagnent ici, et elles y élèvent leurs enfants. Je connais des gens plus vieux que moi qui travaillent à la décharge et qui ont 40, 50 ou 60 ans. Ils ont besoin de ça. Ils touchent pas de retraite, ils n'ont rien d'autre. Et maintenant, ça va s'arrêter. Vous savez ce qu'on ressent lorsqu'on est sur une chaise qui n'a plus de pieds. Vous savez que vous allez tomber. C'est ce que j'ai ressenti. Et réfléchissez bien, ça ne va pas arriver qu'à moi. Beaucoup de gens sont concernés. C'est comme un lion qui s'apprête à nous dévorer tous. Et on ne peut rien y faire. C'est ça le pire.
Celso, nous qui avons une grande famille, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as des enfants et moi des petits-enfants. M'en parlez pas, je sais. Si la décharge devait fermer aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je ferais demain. Parce que j'ai beau déposer des CV partout, personne me rappelle pour m'offrir du travail. Je pensais me tourner vers l'intérim, mais personne ne me téléphone. J'ai jamais un coup de fil. Tu sais quoi? Moi aussi j'espérais que mes fils décrochent un CDD et qu'au final on les garderait. Oui, parfois on vous propose un CDI. Oui, si on aime comment vous travaillez. Ah, Seigneur. On prie tous pour la même chose. Et si on trouvait un objet de valeur dans un de ces sacs? Quel bonheur! Ce serait bien. Avant, il y avait 30 bennes. Ils en ont transféré quelques-unes ailleurs, puis beaucoup plus. Maintenant, il n'y en a plus que 7. Et un jour, on va se pointer au boulot, et ils nous laisseront rôtir au soleil comme des épouvantails. Rappelle-toi la belle époque, quand il n'y avait que de bons déchets. En ce temps-là, on n'avait même pas le temps de s'arrêter pour déjeuner, tellement il y avait de bennes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et s'il reste quelque chose? Premier arrivé, premier servi, c'est simple. Avant, on traitait 9000 tonnes de déchets par jour. 900 camions poubelles tournaient sur le site chaque jour. Aujourd'hui, avec la fermeture progressive de la décharge, on ne reçoit plus que 4500 tonnes. Autrefois, les gens ici pouvaient gagner 150 par jour. Même moi, quand j'ai commencé, je pouvais me faire jusqu'à 100 réals par jour. Et sans travailler toute la journée. 100 réals, 80 réals, 70 minimum, certainement pas moins. Ça, c'est terminé. Maintenant, c'est plus dur. Regardez, j'arrive juste à remplir un sac et demi. Si aucun camion ne vient, je vais devoir creuser, creuser jusqu'à ce que je trouve enfin quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec les bennes? Pitié, Seigneur. Comment voulez-vous faire le tri? Et sans les camions, c'est encore pire. Ils font une pause parce qu'aucun camion n'est venu depuis ce matin. On ne les a pas vus de toute la matinée, alors que font les gens? Ils restent assis. Mais moi, je refuse. Je continue à chercher. Je fouille la terre pour trouver quelque chose qui m'aide à survivre. Mais là, j'aperçois un camion. C'est le premier de toute la matinée. Ça va se compliquer. Vous allez les voir rappliquer comme des vautours. Oui, comme des vautours autour d'un cadavre. Oh, 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 faites gaffe! Il faut faire attention quand tout le monde rapplique derrière le camion. Parce que le chauffeur peut passer en marche arrière, et alors c'est l'accident. Dans le match homme contre machine, c'est la machine qui gagne. J'ai une cicatrice qui me rappelle l'accident que j'ai eu ici. Ça s'est produit à cet endroit. On voit plus grand chose, mais je me suis gravement coupé à la tête, juste là. Vous voyez? En fait, le camion était en train de décharger. Regardez, juste là. La porte en métal s'est ouverte, mais je l'avais pas remarqué. Et je me suis cogné. Vous voyez? J'ai été en arrêt pendant 7 mois. Moi, je préfère garder mes distances. Je ne m'approche jamais trop des camions. Ça me terrifie.
Les chauffeurs ne font pas attention à nous. Alors c'est à nous d'être prudents. Partage avec les autres. Sois sympa, il fait chaud. Donne-moi de l'eau. Garde-en pour moi. Il fait chaud. Le soleil est brûlant. Vous voulez que je meure ou quoi? On trime dur sur la décharge. Chaque jour, je travaille de 7 h du matin jusqu'à 17 h. Il est arrivé 2 ou 3 fois que j'attrape une pneumonie parce que je travaillais en pleine canicule et que d'un seul coup, la météo a changé et des trompes d'eau se sont mises à tomber. Quelquefois, on a de la chance et on tombe sur des vêtements au milieu des ordures. Tout est mélangé. On a même le contenu des poubelles des hôpitaux. Du coup, on doit faire attention quand on ouvre un sac. J'ai trouvé un gilet et un pantalon aussi. Mais je peux pas l'enfiler tout de suite parce que je travaille. Il y a plein de vêtements là-dedans. Parfait pour le boulot. J'ai récupéré un pantalon. Et je vais avoir l'air beau là-dedans. Et j'ai aussi un polo. Oh, et un t-shirt. Les jours de pluie, c'est encore plus compliqué que d'habitude à cause de la boue. Et parce qu'il pleut tout le temps. En plus, quand on vend ce que l'on récupère, les prix chutent pas mal. C'est moins cher parce que le papier, par exemple, est très mouillé. Alors les prix sont forcément réduits. Je vous explique. Un baril avec des choses sèches dedans contient d'habitude 50 à 60 kilos. Mais quand il pleut et que c'est mouillé, on passe très vite à un poids de 100 ou 110 kilos. Donc, avant d'aller fouiller dans les déchets, on va voir l'acheteur qui est l'intermédiaire et on voit avec lui. Est-ce que ça vaut la peine de ramasser le papier? Est-ce que le plastique c'est mieux? Ou alors l'aluminium? Et lui t'indique quelle est la meilleure direction à prendre. Il nous a garanti, à mon ami et à moi, qu'on pouvait ramasser du papier toute la semaine, même si le temps est mauvais. Donc on va le faire toute la semaine. Hé l'ami! C'est quand même dingue cette pluie. Il a plu toute la nuit. Toute la nuit. Et ça risque de continuer comme ça cette nuit encore. Pourvu que ça s'arrange demain. Salut! Allez hop, on accélère! Ouais! Hé César! Ouais? César! Est-ce qu'il t'a parlé de... Est-ce qu'Alexandre t'a dit quelque chose sur le prix du papier? À cause de la pluie? Non, non, rien du tout. Il a rien dit. T'apportes ta marchandise demain? Demain? Oui. Pourquoi? J'ai déjà commencé. Tout ça, c'est à toi? Ouais. Ah, pardon. Je croyais que t'y allais demain. Non. Tant pis pour la pluie. Il a eu de la chance, hein? Tu m'as rien laissé, dis donc. Je t'avais dit de venir avec moi. J'ai eu du bol. Ouais, je vois ça. Sacré vénard. Ça, c'est vraiment de la chance. Ouais, je te confirme. La prochaine fois, tu viendras avec moi.
C'est ici que je range mes affaires pour travailler. Parce que, avant d'aller travailler, avant d'aller à la décharge, on a besoin d'un endroit pour se changer. Et pour entreposer le matériel. Beaucoup de gens habitent sur place. Une fois, j'ai eu un problème chez moi. Le toit s'est effondré pendant la saison des pluies. J'ai été forcé de vivre ici. Comme j'habite dans le coin, pas très loin, je sais qui commande. Du coup, j'ai pas eu de mal à trouver une petite place. Vous comprenez, elle m'a dit, écoute, il y a un endroit inoccupé là-bas. Tout ce que tu as à faire, c'est ramasser du bois dans la décharge. Et tu te construis une cabane. J'ai suivi ses conseils et petit à petit, j'ai fini par construire 2 cabanes. Chaque fin de semaine, je dois payer un loyer de 30 réals. Alors forcément, maintenant vous comprenez mieux pourquoi je suis parfois obligé de travailler 7 jours sur 7. D'un dimanche à l'autre. L'argent que je dépense ici en loyer, c'est hélas ça en moins pour la famille. J'ai des responsabilités. Je dois payer chez moi pour ma famille. Et ici parce que si je paye pas le loyer, la femme demandera qu'on enlève toutes mes affaires. Elle me jettera dehors. Hey, tout va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il pleut, hein? Faut quand même travailler. Ouais, j'ai ramassé plein de trucs. T'en as assez? Ouais, j'en ai plein. Tu y retournes plus tard? Non, non, ça sert à rien avec la pluie. Je peux venir demain? Ouais, je pensais y aller vers 2-3 heures. Vaut mieux y aller très tôt. D'accord. Parfait. Mais sois pas en retard. Très bien. Tout baigne. Ton frère, il a laissé des affaires là-bas. Va les ranger. Hé, Carole? Oui? T'as appelé ta grand-mère aujourd'hui? Oui. N'oublie pas son anniversaire, d'accord? Elle veut que tu sois là ce jour-là. On va y aller, hein, chérie? Maman, papa te pose une question. Enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique? Tu m'écoutes? Je raconte à tout le monde que c'est elle le seul trésor que j'ai trouvé en travaillant à la décharge. Après notre rencontre, ma vie s'est transformée. En 1000 fois mieux. Bon, évidemment, je veux bien admettre que ce n'est pas parfait. Mais ma vie s'est beaucoup améliorée. Je l'aime énormément. On est tombés l'un sur l'autre, en fait. Il portait un baril et moi j'en portais un autre. Et puis on s'est rentrés dedans, tout simplement. Les 2 barils sont tombés, on a fait connaissance et on est tombés amoureux. Ouais, mais t'oublies l'histoire avec le conteneur des plastiques. Quand je t'ai aidé, tu te rappelles? Ah oui. Personne d'autre ne venait à son aide. Elle avait un énorme sac et personne ne l'aidait. Exact. Alors j'en ai profité, je lui ai dit « Hé, laisse-moi t'aider ». Alors je lui ai donné un coup de main et depuis, merci Seigneur. On s'est plus quittés. Oui, et tout va bien entre nous. Il va falloir lui offrir un cadeau. Elle t'a appelé? Non? Et toi? Non, elle m'a même pas téléphoné. Ta grand-mère t'a appelé? Non, lui non plus. Pourquoi tu fais cette tête? Laisse-moi deviner. Fais-moi voir. Je crois qu'il s'est cogné la tête contre un clou. Ouais. Passe ton doigt ici, tu vas le sentir. Oui, je vois, c'est enflé. Passe ton doigt. Juste là. Ça doit faire mal, je le sens. Ouais, là.
Cela fait 8 ans qu'on habite ici. Presque 9. C'est une simple maison en bois. Autrement dit, nous sommes toujours en train de réparer un côté ou d'arranger l'autre. On a mis du plastique un peu partout, surtout pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Mais c'est loin d'être la solution idéale. On a toujours des fuites ou des trucs à réparer. Faut faire attention. Autrefois, ceux qui s'occupaient des poubelles étaient mal considérés. Aujourd'hui, on a conscience que c'est un vrai métier. Il faut un diplôme pour être balayeur. Nous, notre but, c'est de trouver un moyen pour travailler quand même. Parce qu'il n'est pas question de voler. Si tu voles, tu es mort ou tu vas en prison. Alors vaut mieux travailler. J'ai 42 ans. Je suis né en 69 et je n'ai pas honte de dire que je travaille à la décharge de Gramacho. Je suis né et j'ai été élevé ici. Tout le monde me connaît ici. Tout le monde me connaît sous le nom de Joe. Joe! Hey Joe! Joe! Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le jour où ils ferment, tous les chefs de famille iront pointer au chômage. Avant, c'était des marais ici. Alors, nous sommes allés parler à l'association des habitants du quartier et surtout à son président. Et il a accepté de nous donner des terrains. Et c'est comme ça que nous avons réussi à gagner de l'espace. Voilà. Ensuite, il a divisé le terrain en lots. Et on a commencé à les acheter. Chaque voisin a pris un lot. Ma femme et moi, on a acheté celui qui se trouve ici. Et on se construit une maison dessus. Le propriétaire du magasin de matériel de construction nous a fait confiance et on le paye petit à petit. On travaille à notre rythme, une pièce après l'autre. Et un jour, on réalisera notre rêve et on aura une maison ici. Dans cette cabane habitent mes fils. Evandro Crispin-Sales et Joacir Crispin-Sales. Le matin, j'arrive, je me change, j'enfile mes chaussures, je mets mon gilet, parce que sans gilet, ça n'a pas de sens. Et après, je monte à la décharge. L'après-midi, quand j'ai terminé, je reviens ici, je me rechange et je rentre chez moi. C'est la routine. Où est ma chaussure de travail? Celle-là, tu veux dire? Ah, cette chaussure est vraiment très moche. Elle est trop grande pour moi. J'ai acheté ce bout de terrain. J'ai récupéré du bois là-haut. Et ici aussi d'ailleurs. Je prends tout ce que les autres jettent. Et j'ai construit cette petite maison qui est presque terminée. Bébé semble l'aimer en tout cas. Il a hâte de commencer à la peindre. Seigneur. Ici, il va y avoir une chambre, une salle de bain et une autre chambre. Et là-bas, derrière, où vous voyez le baril bleu, on va construire 2 autres chambres. Le mur viendra ici, avec une porte juste là. Eh, bonjour. Salut. Eh, dis à ton père que j'ai laissé la brouette là. Je dois aller à la décharge. D'accord? La brouette est là. Pas de soucis, t'en fais pas. On va vite revenir. D'accord? D'accord.
Maman, je m'en vais. Au revoir. Il a vraiment triste mine. Il a fait des études, décroché un diplôme. Il suit des cours tout en travaillant sur un chantier. J'aimerais qu'il décroche un travail dans un bureau. Ce serait bien. Dieu donnera du boulot à mes fils. En route, bébé. Tu mets un bonnet pour bébé, mon bébé? J'aide ma mère depuis que je suis tout petit. Depuis qu'on a 8 ans, mon frère et moi, on ramasse le métal que l'on trouve dans les rues. On a aussi travaillé sur les marchés. Et un jour, je suis venu l'aider ici. Au départ, je voulais surtout qu'elle rentre plus tôt. Elle quittait la maison à 4 heures du matin et elle revenait à 20 heures. Plus maintenant. Maintenant, elle rentre à 13 heures. Dieu est mon berger, je ne convoite rien. Le jour où je traverserai la vallée de la mort, le Seigneur sera à mes côtés. Ma mère, c'est une guerrière. Vous n'avez qu'à demander aux autres. Tout le monde vous dira la même chose. Je suis son fils, mais allez interroger quelqu'un qui n'est pas de sa famille, et vous verrez. Ils connaissent toute sa vie. Elle est restée à la maison, elle n'a jamais profité des joies de la vie. Une seule fois, elle a quitté la décharge pour aller à Paraná. Un voyage organisé par la coopérative. J'aurais aimé qu'elle voyage, qu'elle profite un peu plus de la vie. Ça lui a toujours été refusé. Elle doit travailler depuis qu'elle est toute petite. Si je pouvais, je le lui offrirais. Je veux qu'elle profite de la vie et pouvoir lui payer tout ce dont elle a toujours rêvé avant qu'elle ne nous quitte. Et j'ai eu 28 enfants, mais beaucoup n'ont pas survécu très longtemps. J'ai vécu un calvaire avec mon mari. Il m'a fait souffrir. Il a tué des bébés, même quand ils étaient encore dans mon ventre. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai élevé 10 enfants. J'ai perdu ma fille il n'y a pas longtemps. Je n'en ai plus que 9. Je dois aussi m'occuper des 4 enfants de ma fille qui est morte. C'est ça ma vie. Je fais ce que je peux. J'ai eu l'idée d'acheter ce terrain. Je pensais qu'on pourrait faire des plantations pour gagner un peu d'argent. On ne nourrit pas une famille avec le salaire qu'on nous donne. Alors pour mettre du beurre dans les épinards, j'ai eu l'idée d'acheter cet endroit. Mais ça n'a pas marché comme je le voulais. La maison était pleine de termites. Il y avait des fuites d'eau partout. L'eau est bonne pour les plantes, mais pas pour la maison. Je dois payer pour avoir l'électricité, le téléphone, et pour couronner le tout, je devrais payer des gens pour nettoyer les dégâts. C'est impossible.
Du coup, je fais tout moi-même. Le Seigneur me donne la force, vous comprenez? C'est Dieu qui me donne la force de supporter ces épreuves. Où est celle qui prépare le déjeuner? Tu as lavé la salade? Tu en as gardé un peu de côté? De quoi? Je te parle des choux. J'en ai gardé 2. Carole est nulle en cuisine. Je vous présente ma belle-fille, qui m'a volé mon garçon. Eh oui, cette petite m'a volé mon fils. Oh, maman, arrête. Elle aimerait venir habiter ici, mais sa mère n'est pas d'accord. Ça m'est égal. Complètement égal. Moi, ce que je veux, c'est que mon fils termine d'abord ses études, pour qu'il ait un bon travail. Vous imaginez s'il abandonne? Il va avoir plusieurs enfants. Autrement dit, plus de petits-enfants pour moi. Et il ne décrochera pas son diplôme. Qu'est-ce qu'il deviendra à ce moment-là? Il ira faire comme moi? Ça, non. Il doit se construire un meilleur avenir. Ça fait longtemps que je veux faire du graphisme, mais les études sont très chères. Alors je suis allé travailler à la décharge pour aider ma mère à payer les cours de design. Pour ce dessin, je me suis inspiré du film Les 4 Fantastiques. Il y a un personnage qui s'appelle la Torche Humaine. J'ai fait ça. Sauf que moi, c'est une femme. Je suis parti d'une photo de mannequin, et ensuite, je l'ai transformée en personnage de bande dessinée. Vous sentez cette bonne odeur? Est-ce que ça va être aussi bon que ça sent bon? Ça va me prendre du temps pour décrocher mon diplôme. Parce que j'ai du mal à trouver de l'argent pour payer les cours. Il faudrait que je trouve un autre boulot. Sinon, je vais devoir laisser tomber les études. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé. À chaque fois, je commence une session et j'ai pas assez d'argent pour aller au bout. Je prends du retard et je jette l'éponge. Aujourd'hui, je travaille et je peux aider ma mère. Mais si la décharge ferme, tous mes projets vont tomber à l'eau. Tu as mangé à la cantine, Renata? Ça sent vraiment la faim. Les poubelles n'atterrissent plus chez nous, elles vont à Seropédica. Il n'y a pas de collecteur là-bas. C'est ça, maman? Non, il n'y en a pas. C'est ce que je disais. Récemment, le gouvernement a instauré une réglementation pour le traitement des déchets solides. L'une des premières mesures a été d'interdire la présence de collecteurs sur les décharges pour des raisons d'hygiène. Ici, on a une triple enveloppe imperméable à base d'argile qui protège la nappe phréatique. Et par-dessus, on place une autre couche de polyéthylène. Pour plus de protection, on a des capteurs en dessous qui vérifient en temps réel s'il n'y a pas de fuite ni de risque de pollution. Vous voyez bien que notre système est très différent de celui qui existe à Gramaccio. Là-bas, c'est plus une décharge qui s'est adaptée au fil du temps et qui n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait ici. C'est bien d'abandonner des tas de gens, comme nous tous, et de nous ôter le pain de la bouche. C'est bien de fermer la décharge. Il faut fermer la décharge parce qu'elle déborde, c'est bien ça? C'est vrai, je le reconnais. Mais est-ce que c'est bien d'en ouvrir une autre à Seropédica? Là-bas, ils vont entreposer des tonnes et des tonnes de déchets, mélangés avec plein de choses recyclables. Et si ici, après des années de tri par les collecteurs, on arrive à saturation, imaginez ce qui va se passer là-bas. Ça va s'entasser encore plus vite, et ce sera pire.
Le travail que nous faisons ici, c'est quelque chose de très important. Si on n'était pas là, la situation serait bien pire. Des tonnes de produits recyclables sortent de cette décharge. On protège l'environnement et pourtant, on ne peut pas dire que nos efforts soient récompensés à leur juste valeur. J'ai étudié les chiffres et on a 2000 tonnes de produits recyclables qui arrivent ici chaque jour. Ce qui correspond au volume de déchets produits par une ville de 400 000 habitants. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, depuis que je suis passé du corps de mon père au ventre de ma mère, j'ai travaillé dans les ordures. Ma mère triait les déchets quand elle était enceinte de moi et je suis né ici. Quand je vais chercher du travail à l'extérieur, ils en ont pas pour moi. Aujourd'hui, pour pousser une brouette avec du sable dedans, il faut passer le bac et moi je l'ai pas. Par conséquent, personne ne me fera partir d'ici. Le fait de vouloir rester, le fait de refuser de chercher autre chose, c'est une question de culture. Ces gens appartiennent à la 2e génération de collecteurs. Ils ont fait ça toute leur vie, ils ont commencé avec leur famille. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Le mieux, ce serait d'indemniser tout le monde pour que l'on puisse partir. On donne à chacun un peu d'argent et ensuite, vous savez quoi? On va s'acheter une glacière et on va vendre des boissons. Au moins, on aura de quoi vivre, on vendra à manger, à boire, n'importe quoi. Ça va être difficile. Vraiment très très difficile. C'est compliqué de trouver du travail à notre époque. Il faut avoir fait des études, il faut avoir un diplôme. Et personne dans ma famille n'en a. Non, personne. Si la décharge ferme, Dieu seul sait ce qu'on va devenir. Qu'est-ce qui me reste après toutes ces années à vivre ici? Juste mon grand âge. C'est tout ce que j'ai gagné de l'âge. Et encore plus de problèmes, bien sûr. Je suis vieille et j'ai encore plus de soucis. J'espère que quelqu'un m'engagera pour faire sa lessive ou son repassage. Je peux tout repasser. Je sais faire beaucoup de choses, vous savez. Il faut juste qu'on me donne ma chance. Je peux très bien travailler comme employé de maison. Parce que... Où voulez-vous que j'aille travailler à mon âge? Nulle part. J'aimerais ouvrir un cybercafé. Comme ça, je pourrais y travailler, gagner un peu d'argent, imprimer des photos, créer des petits films ou développer des photos d'anniversaire. Vous savez, quand les gens prennent des photos, c'est pas juste pour les souvenirs. Ils veulent plus. Ils aiment les vidéos quand les photos défilent sur de la musique. Je suis capable de le faire. Moi, je voulais devenir pompier. Pompier, oui. J'en rêvais. J'avais un oncle qui était pompier, mais il est mort. De temps en temps, il passait nous voir avec son camion. Il me faisait une petite tape sur la tête et il me disait « Hé, toi, tu seras pompier. » Comme ça n'a pas été possible pour moi, j'envoie mes enfants étudier à l'école. Et c'est mon fils qui parle de devenir pompier maintenant. On verra. Mon rêve, c'est d'acheter une maison pour mes enfants et moi, avec plus d'espace. Une chambre pour mes filles, une autre pour les garçons, une pour moi et une pour ma fille avec ma petite fille. Seulement, avec la fermeture de la décharge, c'est sans espoir. Mais comme je le répète toujours chez moi, avant de mourir, un jour je posséderai un endroit rien qu'à moi, où je m'installerai avec mes enfants. C'est pas la vie que je souhaitais pour ma famille. Je rêvais d'une meilleure vie. Mais pas question de perdre espoir maintenant. L'espoir, c'est l'unique chose qui mourra en même temps que moi. Laissez-moi vous présenter Wendell Vincente. Il a seulement 5 jours. Et je suis sûre que le Seigneur va m'aider à l'élever. Il ira à l'école. Et il deviendra quelqu'un. J'aimerais qu'il soit médecin. Et qu'il sauve la vie de beaucoup de gens dans le besoin. Nous sommes des êtres humains comme les autres. Mais la seule chose que je ressens à la fin de la journée, c'est le vide.
Ce numéro d'investigation spécial Brésil est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne semaine sur France 2.